مرسيليا ومدت كنائس كمساجد. تخيل انت كنيسه طولون. Il est 19h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Sans plus tarder les titres de l'actualité. L'Algérie dénonce la requête introduite par le Mali à la Cour internationale de justice, qualifiée de manœuvre sans fondement. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Alger annonce qu'elle fera connaître officiellement son refus en temps opportun. À Gaza, la crise humanitaire s'aggrave, plus de 65 000 morts depuis le début de l'agression sioniste. Hier encore, une trentaine de victimes, famine, malnutrition et bombardements. Pendant ce temps, au Conseil de sécurité, aucune résolution n'a pu être adoptée à New York. La rentrée scolaire, c'est dimanche. Les écoles se préparent. De nouveaux établissements modernes ouvrent leurs portes pour désengorger les classes et améliorer les conditions d'apprentissage. Et puis nous terminerons avec un voyage dans le temps au Moyen-Âge à Bdiaïa, autrefois centre de savoir et de rayonnement culturel, a vu passer de grands savants et explorateurs. À suivre un reportage pour redécouvrir cette mémoire ainsi que l'héritage intellectuel de la ville. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous ouvrons ce journal avec cette dénonciation. L'Algérie dénonce le caractère éhonté d'une requête déposée mardi dernier par le Mali auprès de la Cour internationale de justice, la qualifiant de procédure manœuvrière, soulignant son intention de notifier la CIJ son refus de cette requête en temps opportun. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le gouvernement malien a annoncé avoir déposé le 4 septembre dernier une requête introductive d'instance contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. À l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 13 septembre, samedi dernier, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a démenti cette allégation. Mis face à cette déclaration mensongère, les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête le 16 septembre au courant, donc mardi dernier, comme annoncé aujourd'hui par le communiqué émanant de la Cour internationale de justice. Le ministère des Affaires étrangères constate un paradoxe saisissant à propos de la démarche malienne. Ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne qui a foulé aux pieds la légalité et l'ordre constitutionnel dans son pays, sans se soucier du droit qu'elle méprise au plan interne et auquel elle prétend faussement s'attacher au plan international. Le ministère des Affaires étrangères constate également que cette même junte a mené le Mali au désastre politique, économique et sécuritaire et qu'elle est elle-même l'instigatrice d'une banqueroute morale. La démarche malienne auprès de la Cour internationale de justice procède manifestement d'une tentative d'instrumentalisation de cet auguste organe judiciaire des Nations Unies, dans une tentative désespérée de recherche de boucs émissaires qui l'exonérait de ses responsabilités dans la tragédie qu'elle inflige aux Mali frères. Cette manœuvre est trop grossière pour être crédible. L'Algérie ne s'en rendra pas complice et en dénonce le caractère éhonté. L'Algérie a une très haute idée du droit international, tout comme elle voue un profond respect pour la CIJ. Elle a le devoir de ne pas permettre qu'il fasse l'objet d'une diversion autant avérée que dérisoire. L'Algérie notifiera en temps opportun à la Cour internationale de justice son refus de cette procédure manœuvrière, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Direction Gaza à présent, où la situation humanitaire continue de se détériorer. 4 Palestiniens, dont un enfant, ont perdu la vie ces dernières 24 heures, victimes de la famine et de la malnutrition. Depuis le début de cette agression sioniste, on recense déjà plus de 440 Palestiniens morts pour ces seules raisons. Parmi eux, près de 150 enfants. Une crise humanitaire aggravée par la fermeture des points de passage depuis le mois de mars dernier, empêchant ainsi l'entrée de nourriture, de médicaments et d'aides internationales. UNRWA alerte d'ailleurs, la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans a doublé en seulement 3 mois. Sur le terrain, les bombardements ne faiblissent pas. En une journée, 33 nouveaux martyrs et plus de 140 blessés ont été enregistrés. En tout, c'est plus de 65 000 Palestiniens qui ont perdu la vie et plus de 166 000 qui ont été blessés. Et pour arrêter ce véritable bain de sang, il n'y a qu'une seule et unique alternative, un cessez-le-feu. Mais une fois de plus, le Conseil de sécurité a échoué. Hier soir à New York, aucune résolution n'a pu passer.
Et pour cause, des calculs politiques qui prennent le dessus sur l'urgence humanitaire à Gaza. Un nouvel échec qui montre une fois de plus les failles de l'ONU impuissante devant la détresse des Gazaouis. Maïssa Bouala. Une nuit de plus et toujours pas de silence des armes à Gaza. Une nouvelle fois hier soir, le Conseil de sécurité a échoué à imposer un cessez-le-feu, un blocage qui s'ajoute à une longue série d'impasses depuis le début de la guerre génocidaire qui a décimé tout un peuple. Et ce n'est pas la première fois. Depuis des mois, les résolutions appelant à l'arrêt des combats se heurtent au veto, aux abstentions et aux calculs géopolitiques. À plusieurs reprises, les textes portés par certains pays arabes ou africains n'ont jamais franchi la ligne des divergences. History will not weigh our speeches. L'histoire ne nous jugera pas sur nos discours, mais sur nos actes. Lorsque Gaza a été réduite en cendres, lorsque l'enfance a péri de faim, lorsque l'humanité a été exécutée, sachez que 14 membres courageux de ce Conseil de sécurité ont élevé la voix. Ils ont agi avec conscience en relayant les appels de l'opinion publique internationale. Frères et sœurs palestiniens, soyez rassurés. Nous ne céderons pas. Ce n'est pas la première fois que le Conseil de sécurité intervient. La communauté internationale doit assumer sa responsabilité. La Palestine appartient aux Palestiniens et l'Algérie, comme l'a promis notre président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne renoncera jamais à la Palestine. Nous demandons toujours la création d'un État palestinien avec El-Quds comme capitale. Derrière ces mots, une réalité brutale. Chaque blocage à New York se traduit par des morts supplémentaires, des familles déplacées et des vies détruites. De résolution en résolution, de veto en veto, le Conseil de sécurité montre ses failles, incapable de protéger les plus vulnérables. De novembre dernier à aujourd'hui, les projets de cessez-le-feu se sont succédés sans jamais trouver l'unanimité nécessaire. Chaque fois, les espoirs d'une trêve humanitaire ont été réduits à néant. L'échec d'hier n'est pas seulement diplomatique, c'est une blessure infligée à l'humanité tout entière et Gaza continue entre-temps de payer le prix de ces divisions. Sur le devant de la scène, il y a aussi la situation des Sahraouis dans les territoires occupés. Un exposé sur les violations graves et systématiques dont sont victimes les civils sahraouis a été présenté à l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International par une délégation du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental. Une rencontre avec les responsables de cette organisation à Stockholm a permis d'évoquer la souffrance du peuple sahraoui, la situation alarmante des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines, exposés à la torture et au mauvais traitement. Elle a permis également de mettre en avant l'accaparement des terres et des ressources naturelles en violation flagrante du droit international humanitaire. Les crimes commis par le Maroc au Sahara occidental s'inscrivent dans la définition de génocide, affirme l'écrivaine et journaliste espagnole Victoria García Correra, rappelant qu'en 2015, un magistrat espagnol décrivait clairement ces crimes perpétrés par les forces militaires et policières marocaines contre la population sahraoui et leur détermination à s'emparer du territoire du Sahara occidental. À cette date-là, justement, un arrêt de l'audience nationale espagnole reconnaissait ce que le peuple sahraoui dénonçait depuis des décennies. Pour la journaliste espagnole, cet arrêt, loin d'être une déclaration symbolique, fut la constatation juridique d'un crime qui reste sans réponse ni réparation. Et puis à la veille de la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, les réfugiés sahraouis réaffirment leur unité autour du Front Polisario, reconnu comme leur seul représentant légitime. Ils rappellent encore une fois que leurs revendications restent inchangées, le droit à la liberté et à l'indépendance. Yanis Ebelghassan. Une seule voix s'élève, celle de l'unité nationale. Le peuple sahraoui réaffirme son engagement à recouvrer son indépendance, soudé derrière son représentant légitime, le Front Polisario. Nous tenons à notre unité nationale, nos institutions sont fortes et notre armée également. Grâce à cela, nous sommes capables de résister à toutes les attaques et de faire face à nos ennemis. Le Front Polisario est le seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui depuis la proclamation de l'unité nationale sahraoui.
La proclamation de l'unité nationale est une étape charnière de l'histoire du Sahara occidental. C'est le jour où notre peuple a décidé de poursuivre sa lutte pour sa libération sous la bannière du Front Polisario. C'est le Front Polisario qui nous unit. C'est grâce à lui que nous pourrons recouvrer notre indépendance et notre souveraineté pleine et entière sur nos terres. Et nous ne cesserons jamais de nous battre pour atteindre cet objectif. Depuis plus de 50 ans, cette unité est le socle de leur lutte pour préserver leur identité, défendre leurs droits à l'autodétermination et porter l'espoir d'un État libre et souverain. 50 ans d'édification de nos institutions et de construction d'un État sahraoui fort à tous les niveaux. 50 ans que notre cause est portée à l'international et que nos représentants se battent pour notre indépendance. Le Sahara occidental est un État à part entière. Il fait partie des membres fondateurs de l'Union africaine. Nous avons des représentations consulaires dans plusieurs pays à travers le monde. Nous réaffirmons notre attachement aux constantes nationales et au Front populaire de libération de Seguel Hamra et du Rio Oro. Cette journée est une journée historique pour nous car nous célébrons 50 ans d'édification d'un État sahraoui avec toutes ses institutions et une armée forte capable de défendre l'honneur de notre peuple et de protéger notre territoire. Le peuple sahraoui incarne aujourd'hui l'unité des rangs et la fermeté de la décision. Le Sahara appartient aux Sahraouis. Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour notre indépendance sous la conduite du Front Polisario. Pour les Sahraouis, l'unité n'est pas un simple slogan, c'est une promesse transmise de génération en génération sous la bannière du Front Polisario. Intéressons-nous à présent au Salon international de l'agroalimentaire et des boissons de Moscou. Des rencontres bilatérales ont été organisées aujourd'hui entre des opérateurs économiques algériens et leurs homologues de différents pays en marge de la clôture de cette 34e édition. Il s'agissait de passer en revue les opportunités de partenariat, d'échanger les expertises et d'examiner les possibilités d'exportation directe vers le marché russe. Experts et opérateurs économiques russes ont présenté une série d'orientations pratiques et apporté des explications sur les aspects réglementaires et logistiques, mettant en avant les perspectives de coopération pour renforcer la présence des produits algériens en Russie. Et en Allemagne, c'est Petro Baraka qui a fait briller les couleurs nationales. L'entreprise a été distinguée au Salon international des lubrifiants de Düsseldorf, meilleur produit africain de l'année, mais aussi prix du meilleur exposant. Une double consécration face à des dizaines de pays qui ont pris part et qui met en valeur le savoir-faire de nos entreprises nationales. Essia Rib ainsi que Maïsal Bouala. L'excellence algérienne a encore une fois brillé à l'international et cette fois-ci c'est à Düsseldorf où Petro Baraka a été distingué pour son lubrifiant sacré meilleur produit africain. L'entreprise a également décroché le prix du meilleur exposant au Lubricant Expo Europe 2025. Elle s'est distinguée parmi 80 pays participants. Nous gardons de précieux souvenirs de ce salon marqué par une forte participation d'exposants venus de différents pays, leaders dans le segment des lubrifiants, huiles et dérivés. Petro Baraka a présenté une large gamme de produits alliant technologie de pointe et savoir-faire algérien. Nous tenons à remercier l'entreprise pour cette participation remarquable, couronnée par le prix du meilleur exposant et du meilleur produit africain de l'année 2025. L'entreprise a donc porté haut les couleurs nationales, prouvant que l'innovation algérienne est capable de rivaliser, d'exporter et de transformer le potentiel industriel du pays en succès concret. Cette distinction nous honore et honore l'Algérie ainsi que l'ensemble des pays africains. Cette consécration vient récompenser de grands efforts soutenus par les facilitations mises en place par l'État algérien pour accompagner les industriels. L'ambassade d'Algérie à Berlin accompagne et soutient aujourd'hui cette entreprise qui représente fièrement le pays à l'un des plus grands salons du monde dans le domaine des huiles et lubrifiants. L'entreprise y a participé avec force, combativité et une qualité de produit qui rivalise avec celle des plus grandes firmes internationales. De Biskra à Düsseldorf, l'histoire de cette entreprise illustre la montée en puissance de l'industrie algérienne qui a su transformer un savoir-faire local en reconnaissance internationale, fruit d'une vision stratégique fondée sur l'excellence et l'ouverture aux marchés mondiaux.
Une ouverture sur les marchés mondiaux que nous retrouvons aussi à Tizi Ouzou. Une usine de fabrication d'équipements automobiles s'impose petit à petit dans son secteur. Alors, spécialisée dans les plaquettes de frein pour véhicules lourds et légers, l'unité a connu une belle progression en l'espace de 6 ans et vise désormais l'export. Une réussite rendue possible grâce au soutien de l'État et à la détermination d'un jeune entrepreneur algérien, Bedi Amani. Il s'appelle Qais Ait Ahmed. Ce jeune Algérien a longtemps vécu à l'étranger et il a choisi de revenir dans son pays pour participer au développement économique. Sur les hauteurs de Tizi Ouzou, il a implanté son usine ICAM Auto-Industrie, pionnière dans la fabrication locale de plaquettes de frein. Son investissement est réalisé grâce à l'accompagnement de l'État. احنا حققنا نجاح بفضل كل المجهودات والاجازات التي دارتها الدوله الجزائريه لتشجيع. Nous avons réussi grâce au soutien de l'État qui encourage l'investissement et l'industrie locale. Le taux d'intégration est de 100% puisque la matière première nous parvient de l'usine d'Al-Hadjar. Nous fabriquons un produit de qualité et nous avons créé plus de 250 emplois directs. Nous sommes revenus en Algérie, chers à nos cœurs, pour participer pleinement à son développement. Depuis que nous avons intégré cette entreprise, nous avons bénéficié d'une formation de haut niveau. Nous avons acquis de l'expérience qui nous a permis de produire toutes sortes de plaquettes de frein. La première étape de fabrication commence ici. C'est à partir de ces plaques d'acier provenant du complexe sidérurgique d'Al-Hadjar que les plaquettes de frein pour véhicules légers et lourds sont fabriquées. Une production assurée entièrement par des compétences nationales diplômés des universités algériennes qui ont su relever le défi et produire jusqu'à 10 millions d'unités annuellement. Cette usine nous a ouvert ses portes pour travailler et fabriquer des plaquettes de frein. Nous souhaitons que ce domaine se développe davantage. L'acier que nous utilisons est produit en Algérie. Les plaques d'acier sont découpées ici grâce à des machines utilisant des technologies de pointe. Nous participons au développement de l'économie nationale. Nous comptons exporter nos produits en Afrique. Grâce à la qualité de ses produits, cette entreprise a pu imposer sa marque et répondre à 70% des besoins du marché national dans ce domaine. Les responsables de cette usine comptent même aller à la conquête des marchés extérieurs africains dans une première étape. Nous faisons toutes sortes de tests pour assurer la fabrication d'un bon produit. Nous nous assurons d'abord de la qualité du produit avant sa mise sur le marché. Notre entreprise fait de la formation de ses cadres son cheval de bataille. Notre objectif est de mettre sur le marché un produit aux normes internationales. Nous comptons augmenter notre production pour atteindre 20 millions d'unités en 2026. Nous avons beaucoup d'ambition, notamment l'exportation. D'ailleurs, lors de la foire commerciale intra-africaine, nous avons signé un contrat d'exportation avec une entreprise libyenne qui nous représentera dans plusieurs pays, la Tunisie et l'Égypte entre autres. دول إفريقية ومن بينها مصر وتونس. احنا درنا اتفاقيات كبرى. Nous avons scellé de grands contrats, entre autres avec le groupe Stellantis. L'Algérie étant la porte de l'Afrique, nous comptons aller vers l'exportation. Un exemple de réussite de la jeunesse algérienne qui contribue pleinement au développement économique et à l'autosuffisance dans ce domaine, suivant une stratégie mise en place par l'État, d'autant que l'industrie automobile est en plein essor en Algérie. La rentrée, c'est dimanche. Les élèves retrouveront leur classe dans des conditions quelque peu différentes, meilleures bien sûr. Un peu partout à travers le pays, des établissements modernes sortent de terre, voient le jour. Ils sont pensés pour alléger les effectifs et offrir un vrai confort d'apprentissage. Vous verrez que rien n'a été laissé au hasard. Des infrastructures prêtes à accueillir les élèves. L'exemple dans ce journal, dans les wilayas de Naama et de Bjaya. Yanis Abdelkassem. La rentrée à Naama s'annonce sous le signe du renouveau. 14 établissements scolaires flambant neufs ouvrent leurs portes cette année. Des structures modernes, adaptées et sécurisées au profit des 80 000 élèves attendus pour les 3 cycles. Tout a été pensé pour offrir aux élèves un cadre d'apprentissage à la fois agréable et stimulant, un véritable banc en avant, fini les salles surchargées, fini les chantiers interminables qui empiétaient sur la vie scolaire et sociale.
Ces établissements sont conçus suivant des normes architecturales contemporaines. Ils ont été réalisés en un temps record, entre 6 et 9 mois. 9 groupes scolaires pour le primaire, 4 collèges et un lycée vont ouvrir leurs portes pour mettre définitivement un terme au problème des classes bondées. Direction cette fois-ci la wilaya de Béjaïa où toutes les dispositions ont également été prises pour garantir une rentrée réussie. À Akbou, un pôle éducatif complet ouvrira ses portes dès dimanche, offrant aux élèves un cadre d'apprentissage motivant. Le groupe scolaire compte 21 salles de classe, 4 laboratoires scientifiques et 2 salles dédiées à l'informatique et au TIC, mais aussi 2 espaces pour les activités culturelles. À l'occasion de la rentrée, 8 groupes scolaires, 37 classes d'extension, 6 cantines, 3 collèges et un lycée ont été réceptionnés. Tous ces établissements sont prêts et dotés de tous les équipements nécessaires. Ces nouveaux établissements ne sont pas seulement des murs et des classes, ils incarnent un investissement dans l'avenir, une réponse concrétisée aux attentes des familles et une promesse faite à toute une génération d'apprendre dans les meilleures conditions. À l'hôpital de Ben Aknoun, des enfants ont pu être opérés pour éviter un handicap de la main. Des chirurgiens algériens, parmi eux les professeurs Yacoubi et Ben Amirouche, épaulés par des spécialistes étrangers, ont mené ces interventions délicates. Et ce n'est qu'un début, puisque d'autres opérations similaires sont déjà prévues à l'avenir. Notre équipe a pu franchir les portes du bloc opératoire et c'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Badé Amarni. Cette équipe de chirurgiens à sa tête, le professeur Gilbert Alain, spécialiste du membre supérieur, est en Algérie pour prendre en charge des enfants touchés par la paralysie obstétricale du plexus brachial. Objectif, réparer les lésions nerveuses pour redonner au bras et à la main leur usage. Cette équipe se rend 4 fois par an en Algérie pour pratiquer à titre gracieux des interventions chirurgicales particulièrement délicates. Très tôt au bloc, médecins et réanimateurs s'activent autour de la patiente pour la préparer. Il faut savoir qu'on fait cette chirurgie du plexus brachial, mais aller directement sur les lésions, réparer ces lésions, notamment l'utilisation des greffons. Ces chirurgiens ramènent gratuitement, gracieusement, des greffons qui coûtent très cher d'ailleurs, jusqu'à 5 000 $ le greffon, et on est à 86 greffons, quand même offerts par nos amis américains. Les enfants que nous traitons sont de plusieurs sortes. L'essentiel, ce sont des paralysies obstétricales, c'est-à-dire des paralysies à la naissance, au moment de l'accouchement. Et on opère des nourrissons. Il faut qu'ils soient opérés au contraire très jeunes, 5-6 mois, c'est le bon moment. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se faire opérer, parce que c'est une chirurgie très spécifique. Cette année, en plus des interventions sur le plexus brachial, d'autres opérations chirurgicales pointues ont été menées. Parmi elles, celle réalisée par ce chirurgien chinois de renommée mondiale, présent pour la première fois en Algérie. Il s'est notamment attaqué à la prise en charge de malformations de la main. Nous avons aussi l'honneur de recevoir un éminent spécialiste en matière de chirurgie nerveuse et qui fait un travail remarquable, connu pour cette chirurgie méticuleuse qui est un Chinois. C'est la première fois que je viens en Algérie. C'est le professeur Gilbert qui contacte les médecins à travers le monde. Moi, je suis chinois, je travaille dans l'un des hôpitaux de Beijing. Je suis spécialisé dans le plexus brachial et dans les spastiques. Nous faisons en sorte d'aider les patients à retrouver la fonction de leurs membres. Je viens des USA, c'est la 8e fois que je viens en Algérie pour pratiquer des chirurgies sur enfants, plus particulièrement sur le plexus brachial. Je suis très heureux d'être ici, les patients sont satisfaits et reconnaissants et le peuple est chaleureux. Depuis l'ouverture de cette mission, plus de 80 enfants ont été vus en consultation et près de 20 déjà programmés pour des opérations de haut niveau. Chaque intervention est aussi une formation. Les chirurgiens algériens travaillent en étroite collaboration aux côtés d'experts étrangers, acquérant des techniques de microchirurgie et de neuroreconstruction, encore rares dans le pays. Inch'Allah que ça se généralise en Algérie puisqu'il y a une chirurgie importante et surtout que cette pathologie qui est la paralysie obstétricale du plexus brachial, c'est une pathologie pratiquement qui est fréquente.
Une réussite qui ne se mesure pas seulement aux gestes opératoires mais aux vies transformées. Ainsi donc, de nombreux enfants qui ont bénéficié de cette chirurgie pourront retrouver leur autonomie. Cette équipe de chirurgiens reviendra en janvier prochain pour d'autres consultations et d'autres opérations chirurgicales. Et avant de refermer les pages de ce journal, retournons au Moyen-Âge, lorsque Béjaïa était un véritable centre de savoir et de rayonnement culturel. La ville a vu passer des érudits, des explorateurs et de grands savants dont les travaux ont marqué leur époque. Nous vous invitons à plonger dans ces histoires qui nous rappellent combien Béjaïa a compté dans les sciences, la philosophie ou encore la poésie. C'est un reportage de Hicham Daoud. Durant la période médiévale, Béjaïa a été un véritable foyer de savoir et de culture, attirant de nombreux savants qui ont laissé une empreinte marquante dans divers domaines tels que la philosophie, les sciences, la médecine et la poésie. Cette zaouia existait au XVe siècle et ce nom revient au nom du cheikh Sidi Touati qui était là, qui était à Wali Salah et il était un grand savant. Durant cette époque-là, l'amiral ottoman Piri Reis avec son oncle Kamal Reis, ils sont venus ici à Béjaïa où ils ont hiverné 2 ans dans l'institut des Sidi Touati. L'amiral Piri Reis a donné vraiment des précisions dans son livre Kitab al-Bahri sur le saint Touati. Il a donné des informations très précises sur la ville de Béjaïa. Donc comment il faisait? Il côtoyait les captifs espagnols et les captifs portugais et il y avait certains qui faisaient partie de l'expédition de Christophe Colomb. De là, il a pu avoir des informations pour établir ses cartes et son fameux livre, une grande œuvre, Kitab al-Bahri. Et Piri Reis a assisté à l'agression de Béjaïa par les Espagnols. Béjaïa était également connu pour ses universités et ses écoles, où de jeunes érudits étudiaient diverses disciplines. Nous sommes au quartier Sidi Wali, à côté du musée de géologie, et vous êtes ici dans un espace qui s'appelle Espace Ibn Raqam, la placette Ibn Raqam. Pourquoi Ibn Raqam? Parce que Ibn Raqam est un éminent astronome andalou de Béjaïa. Il est mort en 1315, mais il était ici à la fin donc du XIIIe siècle et il a réalisé ici à Béjaïa des tables astronomiques qui sont mondialement connues. Ces tables servent à déterminer par exemple l'horaire de la prière, le début du mois de Ramadan, etc. Et vous voyez ici, donc, puisque Ibn Raqam est un éminent donc, astronome, nous avons ici conçu ce cadran solaire horizontal qui permet donc à des scolaires de venir ici et de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Béjaïa a longtemps été un centre intellectuel et culturel notable, surtout durant le Moyen-Âge. Les savants et intellectuels qui y ont résidé ont eu un impact significatif sur son histoire. Voilà qui clôture ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de 19h. Très bonne soirée avec la suite de nos programmes.